Bien, donc nous allons voir la deuxième œuvre d'histoire des arts pour les arts plastiques. C'est une œuvre qui s'appelle le Salon Agam, ou le Salon de l'Élysée, et qui a été réalisée donc par un artiste israélien qui s'appelait Yaakov Agam. Alors, je vous rappelle que quand vous faites une analyse d'œuvre, vous commencez par présenter l'artiste et l'œuvre. Vous faites une petite fiche d'identité, c'est-à-dire vous donnez le nom de l'artiste, le nom de l'œuvre, la technique avec laquelle l'œuvre a été réalisée, la nationalité éventuellement de l'artiste, ça peut avoir une importance dans certains cas, le genre de l'œuvre, ses dimensions, et si c'est indiqué dans l'analyse, normalement ça se fait, le lieu où on peut voir actuellement l'œuvre si elle est exposée. Donc, dans le cas qui nous occupe, ça nous donnerait, donc le nom de l'artiste c'est Yaakov Agam. Il est né en 1928, c'est un artiste israélien qui vit donc toujours et qui travaille encore, et qui depuis très longtemps donc vit et travaille en France. Le titre de l'œuvre donc c'est Le Salon de l'Élysée, qu'on appelle aussi Salon Agam. C'est une œuvre qui a été réalisée entre 1972 et 1974, et c'est ce qu'on appelle une installation. La catégorie, le genre de l'œuvre, c'est une installation. On ne peut pas appeler ça une peinture, on ne peut pas appeler ça une sculpture, on ne peut pas appeler ça une vidéo, on appelle ça une installation. C'est exactement le type d'œuvre auquel on a fait référence quand on a fait le travail qui s'appelait « Faites-nous rentrer dans un autre monde », donc vous deviez transformer un couloir, donc là il ne s'agit pas d'un couloir mais d'une pièce. Mais le principe du travail est un peu le même. Et vous allez voir qu'il a essayé d'apporter un certain nombre de transformations à l'intérieur de cette pièce pour procurer au spectateur un certain nombre de sensations. Vous trouverez, donc là c'est pas très important, les dimensions de la pièce dans le document que je vous ai distribué, et le lieu de conservation, c'est-à-dire le lieu où on peut voir actuellement l'œuvre exposée, c'est le centre Georges Pompidou. Il est nécessaire de faire une petite présentation type historique avant de commencer à décrire peut-être l'œuvre et à faire l'analyse. Il faut préciser donc que cette œuvre a été commandée par le président Georges Pompidou à l'artiste Yaakov Agam. Georges Pompidou donc était président, il habitait au Salon de l'Élysée, comme tous les présidents français. Il avait déjà fait refaire toute une partie de son appartement par un autre designer extrêmement moderne à l'époque, et il a demandé ensuite, donc pour une pièce particulière qui s'appelle l'antichambre des appartements privés, qui est une sorte de salle d'attente, de salle d'entrée, dans laquelle on commence par passer avant de pouvoir rentrer dans les appartements. Il avait donc commandé une œuvre à Yaakov Agam et il lui avait demandé de transformer complètement cette antichambre. Fait votre présentation de l'œuvre et toute petite partie historique à propos de Georges Pompidou. Donc après, il faut commencer à faire la description de l'œuvre, donc décrire ce qu'on voit, que ce soit pour cette œuvre-là ou pour le centre Georges Pompidou, l'œuvre précédente, vous aurez plusieurs images. C'est pas comme dans les autres matières où souvent vous avez une seule image quand vous avez besoin d'images. Là, vous avez plusieurs images différentes de façon à pouvoir parler des différents aspects des œuvres, vu que ce sont des œuvres qui sont en 3 dimensions, ce sont des espaces. On a besoin de voir ça sous plusieurs angles différents. Et tout particulièrement, que ce soit en architecture ou pour une installation de ce type-là, vous allez voir qu'on a besoin d'aller voir plusieurs endroits différents, puisque l'œuvre va se transformer quand on va rentrer et se déplacer à l'intérieur. Mais le mieux, c'est de commencer par cette image-là, de façon à pouvoir voir les panneaux qui servent d'entrée. Donc si on doit commencer la description, c'est bien de commencer par la partie qui sert d'entrée à la pièce. Donc vous voyez que sur le côté droit et sur le côté gauche, le côté droit ici, côté gauche là, on a à chaque fois 3 panneaux qui sont des panneaux de verre, qui sont teintés en couleur, qui sont des panneaux qui peuvent coulisser. Si on grossit un petit peu, on voit un peu mieux les rails en bas qui permettent à ces panneaux de coulisser de la droite vers la gauche. Et quand on fait coulisser ces panneaux, on va pouvoir les superposer. Il y a 3 panneaux pour les couleurs primaires, 3 panneaux pour les couleurs secondaires, donc 6 en tout, et quand on les fait coulisser, ils vont se superposer et ils vont créer de nouvelles couleurs. D'accord? Donc ça, c'est l'entrée de la pièce. Pour pouvoir continuer la description, c'est bien de changer d'image, et de passer par exemple à celle-ci qui nous montre l'intérieur de la pièce et qui va nous permettre de parler donc du sol, des murs, du plafond
et de l'élément central, vous voyez, qui est posé au sol, une sculpture en acier poli qui s'appelle le triangle volant. Hein. Et c'est une sculpture un peu particulière, vous voyez, puisqu'elle reflète tout l'espace qui est autour d'elle, hein, à cause de sa matière en acier poli. Ce qui fait que ça va créer, vous allez voir, on en parlera plusieurs fois pendant l'analyse, donc, et vous l'avez vu tout à l'heure dans la petite vidéo, des sortes d'illusions d'optique, hein, qui donnent l'impression que la boule, par exemple, est un peu en lévitation, comme si elle n'avait pas de socle, hein, parce que le socle se mélange avec le tapis, on le voit presque plus. Donc, pour commencer la description, alors vous pouvez parler de la sculpture en premier ou à la fin de votre description, ça c'est vous qui choisissez. C'est pas forcément important à ce niveau-là. Et puis, par contre, pour rien oublier, le mieux c'est de décider à l'avance, hein, de partir par exemple du sol, et puis de s'occuper ensuite du plafond, et puis aller ensuite s'occuper des 3 murs, le mur du fond, le mur de gauche, le mur de droite. Donc, il n'y a pas forcément énormément de choses à dire à chaque fois. Donc, sur le sol, on a un tapis qui occupe toute la surface de la pièce, qui est fait avec donc, vous voyez, des petits motifs géométriques, et toute une série de gammes colorées différentes. On a à peu près le même genre de motif sur le tapis que ce qu'on peut voir sur les murs. Il y a énormément de nuances colorées différentes, hein, qui sont organisées de façon à se transformer au fur et à mesure, vous voyez, par des systèmes de dégradés colorés. Et on n'a pas exactement la même chose à droite, à gauche, hein, ce sont des motifs qui sont légèrement différents, mais qui, en tout cas, il y en a un seul qui va se répéter, hein, c'est cette petite barre noire là qui a tendance à se répéter tout le long. On va voir que l'idée de répétition d'un motif, répétition de lignes, répétition de couleurs, c'est très important dans cette œuvre de Agam. Le plafond, donc, qui est au-dessus du tapis, alors il n'est pas plat. On le voit sur les côtés, il est fait avec des panneaux de verre, eux aussi, qui sont teints en couleur et qui sont organisés un peu comme un accordéon, hein, avec des faces opposées. Et chaque partie comme ça du plafond est teint avec une nuance de bleu différente, ce qui fait que là aussi, quand on va rentrer dans la pièce, si on regarde le plafond, on va voir au fur et à mesure le plafond se transformer légèrement, et donc les différentes nuances de bleu se transformer, comme si on passait, on va le voir là, ça aussi c'est important dans cette œuvre, comme si on passait par exemple du matin au soir et qu'on a un ciel qui change au fur et à mesure de nuances de bleu. Et puis après, donc on a les 3 murs, donc le mur du fond, et le mur de droite, le mur de gauche. Ils sont composés de la même matière, ce sont des panneaux d'aluminium qui sont pliés eux aussi en accordéon, les pliures étant beaucoup plus fines par contre que le plafond. Hein, c'est-à-dire que chaque mur est composé d'une surface en aluminium qui est peinte, et cet aluminium est plié en accordéon, c'est-à-dire qu'on a des faces opposées, hein, triangulaires. On le voit si on grossit ici. Et la particularité de ces 3 murs, c'est que sur chaque face, l'artiste n'a pas peint exactement la même chose, hein, entre la face droite et la face gauche de chaque partie de l'accordéon. De chaque ligne en quelque sorte de l'accordéon, on n'a pas exactement ni la même couleur ni les mêmes motifs. Et c'est ça qui va faire que quand on va se déplacer, quand on va notamment venir voir un mur sur le côté en le regardant de manière rasante, on va voir complètement l'image se transformer. Alors pour comprendre un tout petit peu mieux ce phénomène, parce que c'est le phénomène le plus important de l'œuvre, c'est bien de le regarder dans avec une petite animation, hein, voilà. Donc c'est une autre œuvre, une autre œuvre de Yaakov Agam, mais qui utilise exactement le même principe. C'est un principe qu'il a utilisé très très souvent, et on voit donc que, hein, quand on se déplace sur le côté et quand on regarde l'œuvre de manière rasante, on voit quelque chose de complètement différent par rapport au moment où on est face à l'œuvre. Hein, ici, on voit apparaître donc des lignes noires horizontales, hein, et des lignes colorées qu'on ne voit pas du tout quand on est face à l'œuvre. Donc l'idée d'Agam, c'est qu'effectivement, le spectateur doit absolument se déplacer pour découvrir petit à petit l'œuvre entièrement, en quelque sorte, hein, en voir tous les aspects, se rendre compte qu'elle se transforme, hein, au fur et à mesure, et que s'il reste debout sans bouger, il ne voit pas la totalité de l'œuvre, il ne voit pas l'œuvre comme elle a été conçue par l'artiste. Hein. C'est des œuvres qui ont été faites exprès pour obliger le spectateur à se déplacer
et voir l'œuvre se transformer. C'est ce qu'on appelle une œuvre d'art cinétique. On reviendra à la fin de l'analyse sur le sens du mot cinétique. Donc on revient à l'image qui est ici. Qui sont sur les murs. Yaakov Agam leur donne un nom particulier. Il dit que ce sont des panneaux métapolymorphiques ou polymorphiques tout court. Un polymorphique, c'est un terme qu'on emploie pour dire d'une chose qu'elle peut prendre qu'elle peut se transformer, qu'elle peut prendre plusieurs aspects différents. Un poly c'est pour plusieurs, morphique c'est pour forme. Donc c'est quelque chose qui va prendre plusieurs formes différentes. Je serais simplement à préciser au niveau de ces murs et le redire éventuellement aussi pour le tapis qui est au sol, qu'on n'a aucun motif figuratif, c'est-à-dire que ce qui est représenté, les choses qui ont été peintes sur les murs et tissées dans le tapis, sont des motifs abstraits qui ne représentent rien de la réalité, hein, ce sont juste des formes géométriques. À l'analyse proprement dite, alors il y a deux grandes notions qu'il faut retenir et qui ont été travaillées par Yaakov Agam dans cette œuvre. C'est d'une part la notion de musique, c'est-à-dire qu'il a essayé de faire une œuvre dans laquelle il a fait un certain nombre de relations avec la musique. Il a essayé de traduire en rythme coloré, par exemple, hein, l'idée qui se fait de la musique. C'est aussi un compositeur, Yaakov Agam, ce n'est pas qu'un artiste visuel. Hein, et on va voir donc à travers cette œuvre, il a essayé de faire un certain nombre de liens avec la musique. Ces liens avec la musique, on peut les voir donc à plusieurs endroits, en quelque sorte, hein, de plusieurs manières. D'abord, tous les petits motifs géométriques hein, qui sont parsemés sur les différentes surfaces, hein, on les voit assez bien quand on grossit. Tous ces petits motifs géométriques, pour lui, c'est un peu comme si c'était des notes de musique qui sont ordonnées, hein, placées dans un ordre précis sur une partition musicale. D'accord ? Tous ces petits éléments hein, qu'on voit apparaître, que ce soit sur les murs, sur les côtés ou sur les murs du fond, ça représente un peu comme des notes de musique qui sont sur une partition. Ça, c'est la première explication qu'il donne pour la relation à la musique. Ensuite, bien évidemment, il y a l'idée de rythme musical qui est traduit par des rythmes plastiques. Alors, un rythme musical, c'est un son qui se répète, hein, ou un groupe de sons qui se répètent. Un rythme plastique, eh ben, c'est une forme, une couleur, une ligne, par exemple, qui se répète aussi plusieurs fois. Donc là, on peut observer, hein, bien évidemment, que ce soit sur le tapis, sur les murs, sur les côtés, sur le mur du fond, qu'on a toute une série de lignes, par exemple verticales, hein, qui se répètent à intervalles réguliers tout au long du mur. On a des petits motifs qui se répètent aussi, on a des couleurs qui ont tendance à se répéter aussi à certains endroits. Donc quand on répète une forme, quand on répète une ligne, une couleur à l'intérieur d'une œuvre d'art plastique, on appelle ça un rythme plastique. Hein, et rythme plastique, donc on peut le rapprocher de rythme musical. Rythme musical étant donc des sons qui se répètent. On peut également voir un rapport à la musique dans les gammes colorées qui se transforment petit à petit, hein, et toutes ces modulations de couleurs, le fait d'avoir comme ça toute une série de coloris qui se transforment petit à petit par dégradés, qui deviennent de plus en plus foncés ou de plus en plus clairs, et qui rappellent donc ce qu'on appelle la modulation des sons, c'est-à-dire le fait que quand on fait de la musique, on va utiliser des sons plus ou moins aigus, plus ou moins graves. Hein, on va utiliser un son qui va devenir de plus en plus aigu, au contraire devenir de plus en plus grave. Donc la modulation des couleurs, chez Agam, hein, rappelle la modulation des sons en musique. Et le dernier lien qu'on pourrait faire avec la musique, c'est le fait qu'un morceau de musique se déroule dans le temps. C'est pas quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut découvrir en une seule seconde, en quelque sorte, d'un seul coup. Hein, autant on peut découvrir une peinture d'un seul coup, quand on la regarde comme ça, on se met en face, on regarde la peinture, on la voit entière d'un seul coup. Un morceau, non, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, ça se déroule dans le temps. Ça se déroule sur une durée particulière. Et cette œuvre d'Agam est faite pour que le spectateur rentre à l'intérieur, hein, et vienne découvrir au fur et à mesure notamment les murs qui vont se transformer quand on se met sur les côtés. Hein, on peut le voir un peu plus facilement
sur d'autres images, hein. Par exemple cette image là qui montre le mur du fond, donc c'est le mur de droite ça, hein. Donc ici c'est la partie quand on est bien en face, hein. Donc la partie du milieu c'est quand on est face au mur, et vous voyez qu'on voit petit à petit apparaître des gros motifs quand on commence à se décaler sur un côté, et plus on va se décaler vers le côté gauche ici, plus on va arriver vers des panneaux qui vont sembler être presque complètement noirs, hein. Et on a le dernier panneau là-ci qui est complètement noir, on verra tout à l'heure, donc ça a une signification bien précise pour Yaakov Agam. Donc il y a l'idée qu'il faut un certain temps pour découvrir l'œuvre en entier, hein. Il faut se déplacer dans le temps. De la même manière, effectivement, qu'un morceau de musique ne peut se découvrir qu'en prenant le temps de l'écouter en entier. Donc on revient à cette image-là. Alors le phénomène, hein, est valable aussi bien pour le mur de droite, de gauche que le mur du fond. Ils ont tous des transformations différentes qui vont s'opérer quand on va se déplacer à l'intérieur de l'œuvre. Ces relations à la musique, la deuxième grande notion qui intéresse Agam, c'est la notion de temps, que lui va lier avec les cycles de la nature, par exemple. Hein, donc on vient d'en parler déjà pour la relation avec la musique, donc le fait que cette œuvre ne peut se découvrir que sur une durée déterminée. Hein, il faut y passer du temps à l'intérieur, se déplacer selon un temps précis pour pouvoir découvrir tous les aspects différents de l'œuvre. Cette notion de temps, donc lui, il la relie au cycle de la nature, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir dans plusieurs parties de l'œuvre. On en a parlé déjà un petit peu au début en décrivant le plafond. Hein, quand on rentre dans la pièce et qu'on voit les différentes nuances de bleu donc, qui changent au fur et à mesure qu'on avance et qu'on regarde le plafond, mais pour lui c'est la manière de traduire l'idée qu'effectivement quand on rentre dans cette pièce, c'est comme si on assiste au déroulement d'une journée. Et on va voir ça sur plusieurs murs différents. Hein, le mur qu'on a regardé tout à l'heure, qui est le mur de droite, on voit très bien quand on se déplace vers la gauche qu'on va arriver vers des panneaux qui sont une vision du mur qui est presque complètement noir. Il reste que quelques petits motifs blancs ou clairs au milieu de ce panneau noir. Et Yaakov Agam explique ça comme étant comme un peu une sorte de ciel étoilé. On part donc d'un mur qui est ici en milieu de journée en quelque sorte, et plus on avance, plus on va aller vers la nuit. Donc on passe du jour à la nuit et on arrive à une vision du mur qui ressemble à un ciel étoilé, tout noir avec des tout petits motifs blancs dessus. Et suivant les murs qu'on va regarder, et en fonction du déplacement qu'on va avoir, on va passer par exemple du matin de l'aurore à midi, de midi au soir, ainsi de suite. Donc c'est censé représenter le cycle de la nature, donc une journée qui se déroule. Pour lui, il y avait une volonté de faire en quelque sorte des tableaux qui étaient vivants, quelque chose qui se transforme, qui vit, et qui se déroule dans le temps, des tableaux vivants. Il dit même d'ailleurs que effectivement les effets visuels qui déplacent notre perception dans l'espace selon le point de vue où l'on se trouve donnent l'idée d'une quatrième dimension. Pour lui, le temps, dans son œuvre, c'est la quatrième dimension. On a les trois dimensions qui sont là, la profondeur, la largeur, la hauteur, d'accord ? Et cette idée de temps, pour lui, c'est ce qu'il appelle la quatrième dimension. Dans le même ordre d'idées, d'obliger le spectateur à se déplacer, le fait qu'il puisse être déconcerté par les murs qui vont se transformer, la sculpture qui est posée au milieu de la pièce est également ici pour déconcerter le spectateur, lui donner l'impression effectivement que cette sculpture est en quelque sorte en lévitation en l'air, parce que on en a parlé tout à l'heure, le socle en acier poli, le fait qu'il reflète son environnement, notamment le tapis qui est autour, ça donne l'impression qu'il est en train de disparaître, et ça crée une illusion d'optique. Le spectateur va tourner autour, il va se voir tout le temps dans la boule, notamment il va se voir lui-même reflété dans la boule, et effectivement il va avoir l'impression de voir disparaître le socle qui est posé sur le tapis.
fini de parler de la relation à la musique, de la relation au temps, que vous avez bien précisé, donc que ce sont des tableaux, que c'est une œuvre qui est considérée par Agam un peu comme des tableaux vivants, hein, c'est-à-dire quelque chose qui se transforme, que c'est, pour lui, il disait aussi que c'était un espace artistique à habiter, en quelque sorte, hein, donc un espace artistique, une œuvre d'art dans laquelle on peut rentrer. Ben, c'est bien de finir donc en remettant l'œuvre dans son contexte artistique, et de préciser qu'une œuvre effectivement qui met en œuvre, une œuvre qui demande une action de déplacement de la part du spectateur, c'est ce qu'on appelle de l'art cinétique. L'art cinétique, c'était un mouvement artistique qui a commencé dans les années 50, qui s'est poursuivi dans les années 60 et les années 70, qui consistait donc à créer des œuvres, soit qui elles-mêmes étaient en mouvement, des œuvres qui bougent sans arrêt. Par exemple, le sculpteur Jean Tinguely, sculpteur français, qui a fait beaucoup de sculptures qui sont tout le temps en mouvement. Alors, elles sont en mouvement parce qu'elles sont faites avec des petits moteurs qui permettent à certaines parties de bouger sans arrêt. C'est de l'art cinétique, donc une œuvre qui bouge tout le temps, ou une œuvre qui demande au spectateur de bouger pour pouvoir la découvrir entièrement. Une œuvre comme celle d'Agam, donc, qui a des parties qui se transforment. Quand on se déplace, si on demande au spectateur de se déplacer, c'est aussi une œuvre qui peut être considérée comme de l'art cinétique. Yaakov Agam faisait partie donc de ce mouvement d'art cinétique. On peut trouver également des œuvres qui vont donner l'illusion du mouvement. Quand c'est juste une illusion, on parle plutôt d'art optique, ou d'op art en anglais, c'est-à-dire qu'on a l'illusion du mouvement, mais il n'y a pas de mouvement réel, que ce soit pour l'œuvre ou pour le spectateur. Il faut bien faire la différence entre les deux choses. D'accord ? Et c'est bien de terminer en disant que ce terme de cinétique, qui est bien particulier, qu'on peut employer donc pour caractériser cette œuvre de Yaakov Agam, elle vient, si on devait en donner une définition, c'est un terme qui vient d'un mot grec. Ce mot grec, c'était kinésis, qui veut dire à la fois mouvement et transformation. Voilà, vous pouvez terminer votre analyse là-dessus. Vous voyez que c'est une œuvre qui est peut-être plus simple que le centre Georges Pompidou.